Vous imaginez si on pouvait trouver un ordre, une structure prévisible au beau milieu du chaos le plus total. Eh bien, c'est un peu la promesse d'un concept qui est à la fois super élégant et vraiment puissant en intelligence artificielle, les attracteurs. C'est une idée qui nous vient tout droit de la théorie du chaos et qui nous montre comment n'importe quel système, qu'il soit naturel ou artificiel, finit toujours, inévitablement, par trouver sa propre stabilité. Alors, demandons-nous, quel est le point commun entre notre mémoire, notre capacité à prédire ce qui va se passer et le chaos lui-même? Ça a l'air un peu vertigineux comme question, c'est vrai, mais la réponse, elle nous amène au cœur d'un mécanisme commun, un principe qui est mathématique, mais qui a aussi un petit côté poétique. Et la réponse, la voilà, ce sont les attracteurs. Ces formes magnifiques qu'on voit là, ce ne sont pas juste de belles images. En fait, elles représentent les états finaux, les destinations vers lesquelles un système va évoluer. Que ce soit un simple point, une boucle qui se répète à l'infini, ou ces formes incroyablement complexes qu'on appelle les attracteurs étranges, eh bien toutes incarnent cet ordre qui se cache au fond du chaos. Pour le dire très simplement, un attracteur, c'est une sorte de destination inévitable. L'analogie de la bille dans le bol, elle est parfaite pour ça. Le fond du bol, c'est l'attracteur du système. C'est une zone de stabilité, un point de basse énergie que le système va naturellement chercher à atteindre. Et c'est justement ce principe fondamental, cette convergence vers la stabilité, qu'on exploite en IA. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir précisément ce qu'est un attracteur. On va retracer un peu son histoire. Ensuite, on verra comment ça s'applique en IA. On explorera des cas concrets et, bien sûr, on finira par discuter des limites du concept. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce qu'un attracteur? En fait, ce n'est pas un seul et unique concept. C'est plutôt toute une famille de formes qui vont du plus simple au plus étrangement complexe. On peut en gros les classer en 4 grandes catégories. Le plus simple, c'est le point fixe. Imaginez un pendule qui se balance et qui finit par s'arrêter complètement. Voilà. Ensuite, on a le cycle limite. Là, c'est plutôt comme le cycle du jour et de la nuit, une répétition parfaite. Le tore limite, c'est un cran au-dessus en complexité, un peu comme 2 cycles qui s'entremêlent sans jamais être parfaitement synchrones. Et enfin, le plus fascinant, l'attracteur étrange. Lui, c'est le cœur de la théorie du chaos. Le système ne repasse jamais, mais alors jamais, exactement par le même état, mais toutes ces trajectoires dessinent une structure magnifique et super bien définie. Ce concept, il n'est pas tout neuf, hein. Son parcours, depuis les maths pures jusqu'à l'informatique appliquée, est assez fascinant. Ça montre bien comment une idée très théorique peut devenir un outil super pratique. On va retenir 3 dates clés. La première, 1980. Là, c'est une vraie révolution. Le théorème de Takens prouve un truc assez incroyable. En observant une seule variable d'un système complexe, une seule, hein, on peut reconstruire la forme complète de son attracteur caché. C'est fou. 2 ans plus tard, en 82, John Hopfield se saisit de cette idée et crée un réseau de neurones où les souvenirs sont en fait des attracteurs. Et aujourd'hui, eh bien, des modèles comme Atraos poussent ce concept à l'extrême pour des tâches comme la prévision à long terme. Ce qu'il y a de vraiment intéressant là-dedans, c'est que l'objectif de départ, c'était de mimer le cerveau humain. L'idée, c'était que nos souvenirs ne sont pas stockés à un endroit précis, comme un fichier sur un disque dur. Non, ils seraient plutôt des états stables de tout notre réseau de neurones. Un petit quelque chose, une odeur, une image, ça active le réseau et ça le fait converger vers le souvenir complet, vers l'attracteur. Bon, maintenant passons à la mécanique. Comment est-ce que ce concept de convergence se traduit concrètement en algorithme, en architecture de réseau de neurones? L'exemple classique, c'est le réseau de Hopfield. C'est ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrent. C'est-à-dire que l'info ne va pas juste tout droit, elle peut revenir en arrière. Parce que tous les neurones sont connectés entre eux. Et chaque souvenir qu'on veut stocker, on l'encode dans les poids de ces connexions. Ça crée une sorte de paysage énergétique où les souvenirs sont des vallées, et ces vallées, ce sont nos attracteurs. Et le processus, vous allez voir, est à la fois simple et super élégant. D'abord, on grave les souvenirs dans le réseau. Ça crée nos fameuses vallées. Ensuite, on lui donne une version incomplète ou avec du bruit d'un de ses souvenirs. C'est un peu comme si on plaçait notre bille sur le flanc d'une colline dans notre paysage. Le réseau va alors mettre à jour ses états, encore et encore, ce qui fait rouler la bille tout doucement vers le fond de la vallée la plus proche. Et hop, le système se stabilise sur le souvenir complet et même nettoyer du bruit. C'est ce qu'on appelle une mémoire adressable par le contenu. Les modèles plus récents, comme Atraos, poussent cette idée beaucoup plus loin. Quand ils sont face à des données qui ont l'air totalement chaotiques, ils utilisent une technique hyper puissante, la reconstruction de l'espace des phases, ou PSR. Pour faire simple, c'est une façon de transformer ce chaos apparent pour faire ressortir la structure qui se cache derrière, l'attracteur du système. Et une fois que le modèle a vu cette forme, il peut prédire l'avenir. Non pas au pif, mais en suivant les chemins qui sont dictés par cet attracteur. Il y a 3 termes à retenir ici. Un système dynamique, c'est juste un système qui change avec le temps,
comme la météo par exemple. La PSR, c'est un peu la loupe mathématique qui nous permet de voir la forme cachée de l'attracteur à partir de données brutes. Et la mémoire multirésolution, c'est une astuce pour que le modèle mémorise la structure de l'attracteur à la fois dans ses grands traits, mais aussi dans ses plus petits détails. Bon, la théorie est fascinante, c'est clair. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien, les applications sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire. On a surtout deux grands domaines d'application. D'abord, la reconnaissance de forme. L'exemple du chiffre qui se transforme d'un 608, il est très parlant. Le système ne fait pas juste une prédiction statique, non, il converge dynamiquement vers l'attracteur 8 dès que le dessin s'en approche assez. L'autre grande application, c'est la prévision de séries temporelles. En modélisant l'attracteur de la météo ou du trafic, on peut prédire comment ils vont se comporter dans le futur avec une efficacité assez surprenante. Ce tableau, il vient de la recherche sur Atraos et il est super intéressant parce qu'il nous montre bien l'importance de chaque pièce du puzzle. C'est une étude d'ablation, ça veut dire qu'on a enlevé les composants un par un pour voir ce que ça changeait. Et le point crucial, c'est la première ligne. Si on enlève la reconstruction de l'espace des phases, les performances s'écroulent. C'est bien la preuve que voir l'attracteur, c'est la base de tout le système. Et le plus fou dans tout ça, c'est l'efficacité de cette approche. Le modèle Atraos, il arrive à des performances de pointe, au même niveau que les meilleurs, mais avec seulement 1/12 du nombre de paramètres d'un de ses concurrents. C'est une différence gigantesque. Ça nous apprend une leçon super importante. Parfois, comprendre la dynamique profonde d'un système, c'est beaucoup plus puissant que de juste empiler des couches et des couches de calcul. C'est l'intelligence contre la force brute, en quelque sorte. Évidemment, ce n'est pas non plus une solution magique. Cette approche par les attracteurs, elle a aussi ses faiblesses, ses défis à relever. La question fondamentale, c'est un peu ça. Si nos attracteurs sont des vallées, qu'est-ce qui se passe si ces vallées sont trop larges, ou au contraire trop proches les unes des autres? C'est un peu le revers de la médaille. La grande force des attracteurs, on l'a dit, c'est leur stabilité. Ils sont très robustes au bruit. Mais cette stabilité peut vite devenir de la rigidité. Le système peut se retrouver coincé dans un mauvais souvenir, une fausse vallée. Et puis, les réseaux classiques, comme celui de Hopfield, ils ont une capacité de stockage assez limitée. Si on essaye de leur faire mémoriser trop de choses, les vallées commencent à se mélanger et le système devient complètement confus. Du coup, la recherche actuelle, elle se concentre sur ces problèmes. Comment on peut augmenter la capacité de mémoire sans que tout s'en mêle? Est-ce que nos modèles sont vraiment de bonnes analogies du cerveau? C'est un grand débat. Et puis, il y a un point très technique mais crucial, les attracteurs continus qui permettent de mémoriser des valeurs continues sont en théorie très fragiles. Alors on cherche comment les rendre plus solides pour les utiliser dans le monde réel. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. L'étude des attracteurs nous a vraiment appris à regarder le chaos d'une autre manière. Ce n'est plus juste du désordre total. C'est un système complexe, oui, mais qui a un ordre caché, une structure sous-jacente qu'on peut apprendre à décoder et surtout à utiliser. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir. Si on part du principe que nos propres souvenirs sont des attracteurs, alors quand on se trompe, quand on a un lapsus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une petite erreur, du bruit, ou est-ce que c'est la preuve que notre cerveau a convergé vers la mauvaise vallée, dans notre propre paysage neuronal? C'est une pensée assez fascinante sur la nature même de notre esprit. Merci de votre attention.